Et toi, tu vas nous parler quand même, est-ce que la décroissance et l'entrepreneuriat, c'est compatible? Et a priori, ça n'a pas l'air. Oui, alors je tiens à préciser que je n'ai pas lu toutes les études économiques, philosophiques, sociales et sociétales sur le sujet, hein. Pour commencer, simplement, je suis, j'imagine, comme vous tous, euh, en quelque sorte, je croule sous les appels sur les réseaux sociaux à ce que on crée dès la sortie du confinement un monde différent. Alors, monde différent, plus humain, plus authentique, plus respectueux du vivant. Chacun va avoir sa définition. Et ce qui m'a interpellée là-dedans, c'est que tout remet en cause notre système sociétal et économique. Et le changement n'est pas de l'ordre de l'instantané, c'est-à-dire que en 2 jours, on n'aura pas tout révolutionné. Ça va se dérouler dans le temps, et donc il va y avoir une certaine inertie qui, pour certains, comme moi par exemple, cette inertie, peut décourager on peut être tenté de laisser les autres faire, en fait, de nous montrer le chemin. Et justement, j'étais un petit peu perdue dans cette idée de décroissance qui m'intéresse beaucoup à titre personnel. Et en même temps, je suis entrepreneur et donc je me dis comment est-ce que je peux mettre ça en pratique dans mon travail, dans mon entreprise, dans la façon dont elle s'organise et dont elle vit. Et donc, je suis allée chercher des exemples. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Parce qu'il y en a qui n'ont pas attendu et qui ont démarré il y a des années et qui, du coup, sont énergisants pour nous aujourd'hui parce que ça nous montre qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles. Alors, rapidement, quand je parle de décroissance, je veux préciser les choses. Pour moi, la décroissance, c'est privilégier la qualité sur la quantité. C'est privilégier la pérennité sur l'obsolescence. C'est aussi privilégier la coopération sur la compétition entre organisations, mais aussi entre individus. Et puis, c'est privilégier le respect de l'homme et de la nature avant les critères de profit financier qui, très souvent, le profit financier et puis la croissance au sens grandir et augmenter le volume de vente, les marges, le nombre de clients. Voilà, en général, c'est ce qu'on met dans la balance. C'est par ça qu'on démarre les prises de décision. Et il y a des entreprises qui nous montrent qu'on peut prendre les décisions avec d'autres critères. Alors, la première dont je veux vous parler, c'est un hôtel positionné haut de gamme. Quand on pense hôtellerie de luxe, les premières choses, j'imagine que Benjamin, t'es comme moi, on imagine foisonnement d'offres, pouvoir manger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pouvoir commander n'importe quel produit de l'autre bout du monde, avoir le choix entre 30 whisky et 20 sodas. Enfin bon, voilà, à peu près, j'imagine, l'image qu'on se fait. Eh bien, justement, cet hôtel a décidé, en fait, quand il a commencé à s'intéresser à son impact environnemental, il s'est aperçu que rénover le bâtiment et faire des économies d'énergie, en fait, ça suffisait pas. Et il a fait un choix radical. Il a fait une croix sur le chiffre d'affaires qui correspondait à l'organisation de séminaires d'entreprise, qui était une très grande partie de son activité. Et ils ont pris cette décision malgré le risque financier parce que pour eux, ça n'avait pas de sens de refaire les chambres, toutes les chambres de l'hôtel pour une nuit d'utilisation. C'est-à-dire mobiliser l'énergie de leurs équipes et leur demander chaque nuit de refaire entièrement la chambre avec les coûts que ça implique, l'utilisation des produits. Et donc, ils ont fait une croix sur cette partie de chiffre d'affaires. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont entièrement revu leur offre de restauration. Alors, on ne commande plus n'importe quand. On commande à un créneau restreint, 1 heure et demie au déjeuner, 1 heure et demie au dîner. On peut se restaurer chez eux uniquement sur réservation. Donc, tout d'un coup, ça implique tout un tas de contraintes qui remettent en cause complètement le modèle de l'industrie hôtelière de luxe. Ils ont limité leurs cartes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 20 whisky, ils en ont plus que 2 au choix. Et puis, ils se sont associés avec les agriculteurs de la région pour proposer uniquement des produits qui sont locaux et saisonniers. Et en fait, tout ça, ça a permis quoi? Ça a permis déjà que les équipes, notamment les équipes en cuisine, au lieu de travailler avec des horaires très étendus, puisqu'il faut arriver très tôt en cuisine et rester tout le temps, il y a un roulement qui se fait pour pouvoir servir les moindres désirs des clients. Ben là, tout d'un coup, les services sont condensés sur 1 heure et demie, 2 heures. Donc, en fait, les équipes, en maintenant leur salaire, ont pu tout d'un coup profiter
de temps de travail plus court pour avoir un certain équilibre pro-perso qu'ils n'avaient pas. C'est la première chose. Ils ont aussi revu entièrement leur façon de présenter. C'est anecdotique, mais ça a un impact énorme. Par exemple, le petit déjeuner. Au lieu d'avoir un buffet self-service avec des œufs brouillés, des saucisses, du fromage coupé, des fruits coupés, en fait, ils ont diminué tout ça. Les fromages ne sont plus précoupés, les fruits, c'est pareil. Ça évite un gâchis énorme. Les œufs brouillés, c'est à la demande uniquement. En fait, quelque part, pour moi, c'est revenir à du bon sens et faire en sorte de ne pas gâcher nos ressources. Et finalement, cet hôtel, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont maintenu les salaires de leurs équipes, ils ont limité leurs déchets, le gâchis. Tout d'un coup, ils sont devenus un acteur très bénéfique à l'écosystème parce que ils se fournissent uniquement auprès donc de fournisseurs locaux, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour la décoration. Tout d'un coup, la décoration avec des fleurs de l'autre bout du monde a été remplacée par des fleurs du champ voisin. Et tout ça, évidemment, pour certains postes, va augmenter les coûts, mais pour d'autres, va diminuer les coûts. Ça va limiter également le transport. Donc, l'impact global va être moindre, tout en finalement redonnant du sens aux actions quotidiennes de l'équipe de l'hôtel. Voilà, et le point, par contre, qui est très important à souligner, oui, vas-y, on arrive au bout, mais vas-y. Ah, eh oui, c'est que c'est oui, et en fait, j'avais encore 3 exemples à vous donner. Je sais. Ce sera une chronique. Tu vas revenir la semaine prochaine. Oui. Et du coup, tu vois, j'ai perdu le fil. Si, il y a un point quand même qui est très important. C'est que ces entreprises, donc j'avais d'autres exemples, mais c'est pas grave, je reviendrai une prochaine fois, nous montrent que finalement, ils n'ont pas attendu que les clients soient prêts et que les clients demandent une nouvelle façon de consommer. En fait, elles ont pris les devants, elles ont pris des risques financiers, elles ont engagé leurs équipes et elles éduquent en fait leurs clients, elles font de la pédagogie. Et imaginez un client habitué des hôtels de luxe, tout d'un coup on lui explique qu'il peut plus avoir tout ce qu'il veut quand il veut, que c'est un peu plus restreint. En fait, ça demande de l'éduquer, de lui expliquer le pourquoi du comment et quel est l'intérêt. Et donc, la question que j'ai envie de me poser et de nous poser à tous, en fait, c'est 2 questions. La première, c'est est-ce qu'on a réellement envie d'un monde différent? Parce que ces entreprises-là nous montrent que c'est possible. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on a le courage de créer ce monde différent? Parce que finalement, j'ai parlé de prise de risque et je crois que c'est ça, c'est le courage de prendre le risque.